Bonjour mesdames, bienvenue dans la deuxième partie du concept numéro un sur les vecteurs. Aujourd'hui, nous allons évaluer des exemples pratiques ou en pratique. Le vecteur et le premier exemple qu'on va faire, c'est celui d'un avion où on va chercher à avoir les composantes de son déplacement. Dans le problème, nous avons des composantes en x qui vaut 850 mètres, une composante en y qui est de moins 475 mètres. Autrement dit, l'avion se dirige vers le cadran numéro 4, donc vers le bas, vers la droite. Évidemment, la question évidemment, c'est de savoir que vaut la norme et que vaut l'orientation du vecteur résultant de son déplacement. Bon, si on utilise les coordonnées polaires pour le déterminer. Alors, pour déterminer le déplacement, évidemment, on peut regarder le déplacement de la façon suivante. Donc, vous avez la composante en x qui se déplace vers la droite. Et évidemment, au bout de cette composante-là, on a la composante y qui se déplace vers le bas. C'est mon vy. C'est pour ça que vy est négatif, parce qu'il va vers le référentiel y négatif. Alors, le déplacement en tant que tel fait office des deux et va donc se retrouver ici avec la flèche en bleu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer la valeur de la norme et de l'orientation de ce vecteur résultant-là? Bien évidemment, on va y aller avec Pythagore. Donc, on va aller chercher l'hypoténuse de ce triangle. Alors, pour chercher l'hypoténuse, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer un triangle, le même. On va indiquer nos valeurs en x, nos valeurs en y, 850 et ici moins 475. Et on va tout simplement procéder par Pythagore pour trouver la valeur de l'hypoténuse, soit 850 au carré plus 475 au carré. Et j'en extrais la racine carrée et je vais obtenir le résultat de 973 mètres. Donc c'est ma valeur de mon hypoténuse, donc la valeur de la norme du vecteur euh, résultat du vecteur déplacement. Maintenant, évidemment, comme tout bon vecteur, j'ai une norme, mais j'ai aussi une orientation. Alors, que vaut cette orientation-là? Ben, elle correspond à l'angle d'orientation à partir de l'axe des x. J'ai deux façons de le trouver. Évidemment, dans mon triangle, le côté opposé est le côté y, le côté adjacent est le côté x. Je peux soit trouver directement l'angle en noir indiqué, et je ferai par la suite 360 moins cet angle-là. Pour le faire, évidemment, je ferai tan moins 1 de mon opposé sur mon adjacent, soit 475 divisé par 850. Notez que mon 475 est positif, parce que cette fois-ci, je ne prends pas en compte l'orientation de ma valeur. Et si j'obtiens ça, je vais obtenir dans le fond un angle de 29,19. Et 29,19 que je soustrais à 360 va me donner 330,81. Mais évidemment, je n'obtiens pas directement l'angle. Je l'obtiens 29,19, donc j'obtiens l'angle temporaire. Si je veux obtenir directement la valeur du 330 degrés, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est considérer la valeur de l'orientation de mon 475 et de le mettre en négatif. Donc, je vais refaire le même calcul, mais cette fois-ci, au lieu de mettre 475, je vais mettre plutôt 475 divisé toujours par 850, parce que mon 850 est positif dans les x. Les deux vont me donner la même résultat, mais cette fois-ci, ce résultat-là va être directement à la valeur réelle de mon angle d'orientation, soit 330,80. Mais les deux méthodes fonctionnent. Allons-y avec un deuxième exemple un peu plus complexe. Je vais prendre un bateau dans quelques instants, mais avant, un petit rappel pour vous aider. Rappelez-vous de la chose suivante. Lorsque je vais m'intéresser aux composantes polaires de ma composante en X, je vais utiliser le cos de l'angle. Quand je vais m'intéresser à la composante Y de mes coordonnées polaires, je vais m'intéresser au sin de l'angle. Peu importe dans quelle orientation de mon référentiel je vais utiliser. Donc, je reviens à mon exemple du bateau. Imaginons un bateau. Imaginons un bateau qui se déplace et le moteur du bateau fournit 7,5 newtons de force. Ok, donc je vais placer mon référentiel. Donc, voici un bateau très sommairement dessiné. J'applique mon système de référence, donc mon système d'axe, que je vais placer en plein centre du bateau. J'ai mon axe des X et j'ai mon axe des Y. Donc, ma poussée de mon bateau, évidemment, du moteur, va directement en ligne avec le bateau, donc c'est à peu près comme ça ici. Et on va donner une valeur pour mon V1, qu'on va appeler vecteur 1 pour le vecteur moteur, de 7,5 newtons. Bon, évidemment, ce serait plus, mais je donne des chiffres comme ça. Et pour cette orientation-là, lorsque je regarde toujours par rapport à mon axe des X, j'obtiens une valeur d'angle de 135 degrés. Ce qui correspond à un 45 degrés, mais dans le cadran numéro 2. Évidemment, je n'ai pas que cette seule force-là qui est en présence sur mon système. J'en ai plusieurs, j'en ai trois. J'ai une poussée dérive qui provient du courant, qu'on va appeler V2, qui vaut 2,5 newtons. Et je vais m'intéresser à l'angle, toujours par rapport à l'axe des X, qui va me donner un angle de
250 degrés. Dernière, évidemment, que je vais avoir, c'est ma traînée. Donc la traînée, c'est la force de résistance du mouvement, que je vais appeler V3, donc qui suit l'arrière du mouvement, qui vaut 2 newtons cette fois-ci, et qui par rapport toujours à mon axe des X, si je fais la rotation complète, j'obtiendrai une valeur d'orientation de 330 degrés. Maintenant, que vaut le vecteur résultant de toutes ces forces-là en présence? Bien, évidemment, je dois faire une addition vectorielle. Donc, je dois additionner toutes les composantes polaires en X ensemble et en Y ensemble, me donnant un vecteur résultant qui correspondra à ma force résultante. J'ai mon V1, j'ai mon V2, j'ai mon V3, et j'obtiens ainsi de suite mon VR qui est mon vecteur résultant, en X et en Y. Et pour ce faire, évidemment, je dois les décomposer selon l'angle en question. Donc pour mon V1, on l'a dit, en X, c'est toujours cos. Donc je fais le cos de 135 que je multiplie par mon hypoténuse selon mes rapports trigonométriques. Ce qui me donne 7,5 fois le cos de 135 va me donner une valeur de moins 5,3. Pour ma composante en Y, là c'est le sin, donc ça devient 7,5 fois le sin de 135. Et j'obtiens donc moins 5,3 en X plus 5,3 en Y. Ce qui est logique, selon mon dessin, mes X sont négatifs, je m'en vais vers la gauche, mes Y sont positifs, je m'en vais vers le haut. Et ils sont de même valeur parce que 135, ça correspond à 45 degrés dans le cadran 2. Bon, sans faire le calcul complet pour chacun des vecteurs, je le fais rapidement. J'obtiens pour mon V2 en X moins 0,85 et en Y, j'obtiens moins 2,35. Ce qui est encore une fois logique parce que mon V2 va directement vers le cadran numéro 3, donc dans les X et les Y négatifs. Mon V3, lui, vaut 1,73 et moins 1 en Y. Encore une fois, c'est logique, j'ai un déplacement qui est positif, une force qui est positive, pardon, en X, et j'ai une force qui est négative en Y. Pour additionner vectoriellement ces vecteurs-là, je n'ai qu'à additionner tous les X ensemble et tous les Y ensemble en tenant compte des signes, autrement dit. Et j'obtiendrai donc moins 4,45x. Ça, c'est ma coordonnée en X. Et j'obtiendrai 1,95 en Y. Autrement dit, et c'est logique, la force de moteur m'envoie beaucoup plus à gauche et légèrement en haut. Le dernier problème que je vais faire, c'est l'opération contraire. C'est-à-dire, je vais avoir le vecteur résultant et je vais devoir trouver une valeur de la composante qui m'a permis d'obtenir ce vecteur résultant. Bon, imaginons dans le fond que j'ai deux vecteurs, un S1 qui correspond à un premier déplacement et un S2 qui compose un deuxième déplacement en bleu, dont je ne connais pas en S2 les valeurs des composantes polaires ou des coordonnées polaires. Mais je connais la valeur de ma résultante, soit ma flèche verte, on va l'appeler SR pour déplacement résultant. Je sais que mon S1 vaut 15 mètres et il est orienté à 113 degrés. Donc toujours à partir de l'axe des X. Et je sais que mon SR est de 35 mètres, mais cette fois-ci, celui-ci est orienté à 86 degrés. Pour être en mesure de trouver les valeurs des coordonnées polaires, tout ce que j'ai à faire, évidemment, c'est refaire le même tableau de tantôt, mais cette fois-ci, mon trou ne sera pas dans ma valeur du déplacement résultant, mais sera plutôt dans la valeur du deuxième déplacement. Donc, je refais le tableau X, Y. Et dans le même principe, évidemment, je fais S1, S2, S3, SR, pardon, ou V1, V2 et VR. Et je le remplis avec les coordonnées que je connais. Donc, pour trouver ma coordonnée en X, eh bien, dans mon déplacement, je vais faire 15 fois le cos de 113, qui va me donner moins 5,86. Et pour Y, je fais 15 fois le sin de 113, qui va me donner 13,81. Et c'est normal, on voit très bien dans le dessin que je fais beaucoup plus de déplacements en Y que je fais de déplacements en X. Et que mon déplacement X est négatif, parce que je m'en vais vers la gauche, et Y positif, parce que je m'en vais vers le haut. Je refais le même processus pour mon VR. 35 fois le cos de 86 va me donner la valeur de 2,44, alors qu'en Y, 35 fois le sin de 86 va me donner 34,91. Encore une fois, c'est logique, je suis dans le premier cadran, je me déplace en X positif, et je me déplace en Y positif.
Et bien évidemment, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de trouver la différence entre les deux. Donc pour passer de moins 5.86 et d'atteindre plus 2.44, bien évidemment, il faut que mon S2 vale 8.3. Pour passer de 13.81 et aller jusqu'à 34.91, il faut que mon Y de mon V2 vale 21.1. Or, pour être en mesure comme tel de trouver la valeur de l'hypoténuse, je n'ai tout simplement qu'à faire les deux valeurs au carré. Et j'obtiendrai à ce moment-ci 22.67 et le tan me donnera à ce moment-là 68.53 degrés. Et voilà. Wish come true. Will you be my wife, Princess Meg? Oh, yes! Yes!